Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce mercredi 4 juin, non mai 4 mai. 4 mai, merci Jessie, bonjour Jessie. Bonjour Danick. Vous n'avez pas trop manqué hier? Je me suis en sortie, mais je préfère que vous êtes là. C'était trop dur, j'imagine. Bon, alors hier, c'était Fort-de-France, on en parlait tout à l'heure, puisque Air Anti-Express vous s'envole désormais vers la France. On attendra un peu pour savoir les tarifs, mais en fait, c'était une conférence de presse à laquelle j'ai assisté hier. Sinon, aujourd'hui, comme toujours, le plein d'invités. On va commencer tout à l'heure avec Gladys Démocrite, avocate, qui viendra nous parler d'une notion tout à fait nouvelle et interpellative, on peut dire, le troisième sexe. Oui, le troisième sexe. Il y en avait deux, maintenant il doit y avoir un troisième. On va en parler. On parlera tout à l'heure avec un représentant du groupe Indeswaska. C'est du Gouka, comme vous pouvez l'imaginer. Ils sont en train de préparer une manifestation pour permettre à des jeunes Guadeloupéens de pouvoir découvrir un pays étranger. Ensuite, on parlera de théâtre, puisque nous sommes toujours dans la semaine de Cap Excellence. Et nous aurons comme invité un jeune dramaturge haïtien, Guy Régis Junior, c'est de son nom, qui viendra nous parler d'une pièce qui sera présentée ce soir et demain. Et ce n'est pas fini, puisqu'on devrait parler de livres avec le prix Carbet des lycéens qui a été remis aujourd'hui. Et enfin, en fin d'édition, nous aurons avec nous Jocelyne Nampry qui viendra, comme chaque mercredi désormais, nous parler de Coco et Zabriko, la rubrique Tendance de vie, tendance et mode de vie. Voilà, comme vous le voyez, la barre qui est un peu chargée, mais je vous fais confiance, vous serez avec nous jusqu'à 14h avec Jessie qui va décliner les titres de l'info du jour. Merci Danick. Ibrahim Patel, président de la CCI de l'île de la Réunion, est en visite en Guadeloupe depuis lundi. Il souhaite se concentrer sur les problématiques de l'apprentissage et du BTP qui concernent nos deux îles. Ce matin, il était présent au lycée hôtelier du Gosier. Air Anti-Express continue donc leur ascension avec l'achat de 2 ATR 72-600 et l'ouverture de nouvelles lignes dont Paris et Miami. Ils ont tenu donc une conférence de presse hier en Martinique pour la présentation du développement de la compagnie. Et enfin, Juan Gabriel Vasquez, c'est le lauréat du prix Carbet des lycéens 2016 qui a reçu son prix ce matin à la salle Laura Flessel de Petit-Bourg. Voilà pour le sommaire des infos qu'on développera tout à l'heure avec vous. Vous serez avec nous. Et pour l'heure, on va parler avec Gladys Démocrite, maître Gladys Démocrite. On va essayer de décrypter une notion assez nouvelle, celle du troisième sexe. Alors Gladys, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que jusqu'ici on connaissait 2 sexes. Alors semble-t-il qu'il y a un troisième qui arrive, qui ne débarque pas d'une planète, mais c'est une astuce juridique. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est une vraie création juridique. Bon, la question du sexe, à savoir si on est un homme et une femme, fait partie de notre état civil au même titre que notre nom, notre prénom. Donc, c'est une question qui intéresse l'État, parce que c'est lui qui va déterminer, qui est garant de notre état civil. Alors en général, on a le sentiment, on sait qu'on ne peut pas changer son état civil, on ne peut pas changer son nom, son prénom, son sexe comme on le souhaite. Mais on peut changer son nom quand même. Il y a des conditions, oui. Des conditions très particulières, drastiques quand même. On peut le changer, mais il faut rentrer dans les conditions, notamment si le nom lui-même porte à préjudice, une consonance. On a été reconnu par son père tardivement, par exemple. Ah oui, non, mais ça, il ne s'agit pas de changer son nom, il s'agit en fait de pouvoir utiliser un nom qui est en lien avec sa filiation. Tout à fait. C'est pas tout à fait la même chose que je m'appelle, je sais pas, moi j'ai un nom qui me semble me porter préjudice et je veux. Troucouillon par exemple. Je m'appelle Troucouillon par exemple et je peux faire une action en justice en prouvant que le fait de m'appeler ainsi me porte préjudice et donc on va trouver le moyen de me trouver, je vais choisir un autre nom, juste en enlevant peut-être un terme, un mot, une syllabe dans ce nom-là ou proposer un autre nom. D'accord. Et comment la question du troisième sexe, du coup, est-elle apparue? Alors, la question du troisième sexe apparaît auprès de 2 catégories de personnes. Auprès des hermaphrodites, donc des personnes, ça existe, qui naissent avec les 2 sexes. Bon, on leur choisit un sexe, mais... On leur choisit ou eux choisissent? Quand ils sont bébés, quand ils viennent de naître, ils n'ont pas droit de citer. Donc, on attend un peu, on laisse aux parents un temps de réflexion et les parents choisissent au bout d'un délai le sexe. Et puis, si la personne n'est pas à l'aise
avec le sexe qui lui a été attribué, et si elle arrive à prouver que son apparence physique est différente du sexe qui lui a été attribué, elle peut faire une action en changement de sexe. Alors ça, c'est dès le départ, je veux dire, les parents ont choisi un sexe pour un enfant hermaphrodite, c'est-à-dire qui est né avec deux sexes. L'enfant peut, en état adulte, contester ce choix. Tout à fait. Ouais. Et puis, il y a aussi la question des transsexuels. Alors, juste une question, Gladys, pour qu'on comprenne bien. Quand on est né hermaphrodite, est-ce qu'on est déjà dans le troisième sexe? Alors non, puisque juridiquement, il y a le sexe masculin et le sexe féminin. Il n'y en a que deux. Oui, mais l'hermaphrodite, il est quoi? Précisément, c'est pour ça qu'on demande aux parents de choisir. Oui. Soit sexe masculin, soit sexe féminin. Et la question du troisième sexe intéresse les hermaphrodites parce que certains disent « mais je suis né ni homme ni femme, je suis ni l'un ni l'autre. Oui. Je suis un peu des deux, mais je n'ai pas envie de choisir. Donc, je veux un sexe dit neutre ou intersexe. » Ah, donc le troisième sexe, c'est un sexe neutre. Voilà, c'est ni l'un ni l'autre, ou un peu les deux. Enfin, c'est ni femme ni homme. Oui. Donc, même si l'apparence... Exactement, même si l'apparence va dans un sens ou dans un autre, ou si l'apparence peut aussi avoir les deux attributs du sexe, des deux sexes d'ailleurs. Je pense à Conchita Wurst, je ne sais pas si vous voyez de qui je parle, la personne qui a gagné l'Eurovision il y a quelques années, la femme à barbe. Et qui a un visage de femme. Exactement, et le corps aussi. Un visage de femme. Le corps de femme, mais avec la barbe. Donc, il existe des personnes qui ont les attributs des deux sexes et qui revendiquent le fait de pouvoir ne pas avoir à choisir entre hommes et femmes. Mais comment on les appelle? On les appelle comment? Monsieur, madame? Alors, aujourd'hui, on les appelle monsieur ou madame en fonction de leur état civil. Oui. Mais dans la vie quotidienne. Mais dans la vie quotidienne, je ne sais pas s'ils ressemblent à une madame. Je ne sais pas comment on fait d'ailleurs avec parce que même en autocar, ça va être compliqué. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Mais sur le plan strictement juridique, en fait, il y a eu un choix qui a été fait, soit c'est monsieur, soit c'est madame. Et eux demandent à ce qu'il n'y ait pas de choix et qu'ils lisaient donc cette troisième voie. D'accord. Donc on parle des hermaphrodites, mais on parle aussi des transsexuels. C'est-à-dire, je suis né homme, mais je me sens femme et j'ai envie qu'on reconnaisse ma féminité. Alors déjà, il faut savoir qu'en France, on peut changer de sexe, on peut faire une action. Légalement, c'est possible. Oui, on peut faire une action en justice depuis 1992. Depuis 1992, on peut faire une action en changement de son état civil, en demandant à ce que son sexe corresponde à son apparence. Alors, il y a des conditions. Il faut avoir eu un suivi psychologique, psychiatrique même, et puis avoir fait en sorte que le nouveau sexe que l'on demande puisse être imprégné dans notre corps de façon définitive. Et ça demande aussi un changement d'état civil, je veux dire, de prénom. Oui, si voilà, ça va avec. On va s'appeler Victorine. Exactement. Oui. Exactement. Donc ça va aller avec. Il faut aussi avoir déjà fait l'opération chirurgicale qui fait que ce changement de sexe est irréversible. D'accord. Donc aujourd'hui c'est possible, mais certains vont plus loin en demandant à ce qu'il y ait un troisième sexe, en disant même si je suis né homme et que je me sens femme, mais je me sens homme et femme en même temps et je veux avoir le droit de choisir de n'être ni l'un ni l'autre ou d'être les deux en même temps, en fait, d'être neutre. D'accord. Donc, la décision de justice qui est arrivée là en mars dernier, c'est une révolution parce que c'est la première fois qu'il est reconnu la possibilité d'un sexe neutre, même si dans cette décision, elle n'a pas reconnu que la personne qui faisait cette demande puisse avoir accès à ce sexe neutre, mais elle a quand même reconnu, cette cour d'appel, les conditions dans lesquelles on peut avoir accès à ce sexe neutre. Alors, le sexe neutre s'est posé uniquement en France ou dans d'autres pays? Alors, ça se pose dans plusieurs autres pays et c'est sous-tendu par une théorie, ce qu'on appelle la théorie du genre. La théorie du genre parce que dans cette théorie, on estime que la question du genre est une question culturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dépit du fait qu'on soit né homme avec un sexe masculin ou avec un sexe féminin, la question de suis-je un homme, suis-je une femme est une question culturelle et doit relever même du choix de la personne. Mais ça changera même les règles de la grammaire. Ça changera tout. Oui, ça changera tout. Oui. Et ce qui est interpellant, c'est pour ça que j'ai voulu en parler, c'est que déjà là, ce sont des théories qui sont, comment dirais-je,
on sensibilise nos enfants par le biais de l'éducation nationale à ces questions-là, sans même qu'il y ait eu un débat sur cela. Sous couvert de lutte contre les discriminations entre les hommes et les femmes, lutte contre le sexisme, on met en place un certain nombre d'actions auprès des enfants, aux enfants de maternelle et de primaire, et ce sont des actions qui ont vocation à les questionner sur la question du genre. Oui. Par exemple, on apprend à des enfants de 3e section à lire sur un livre qui s'appelle « Papa porte une robe ». Bon, ça interpelle. Oui. Et c'est l'histoire d'un papa transformiste qui porte une robe le soir pour travailler parce qu'il il change de sexe pour travailler. Et le matin, il va accompagner son enfant à l'école. Mais là, il y a une autre notion, c'est-à-dire qu'on peut, tout en étant neutre, avoir un sexe le matin, un sexe l'après-midi. Comment dire ? Là, dans le livre dont je parle, oui. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui demande le sexe neutre. Ah, mais il s'agit d'interpeller les enfants sur la question du genre, oui. Et de les questionner sur ce qu'on leur a appris. On leur a appris que quand on est une femme, on porte des robes, on porte des jupes. Quand oui, on est un garçon, on ne porte pas de robe et on ne porte pas de jupe. Quand on est une femme, on s'appelle monsieur. Quand on est un homme, on s'appelle monsieur. Quand on est une femme, on s'appelle madame. Bon. Et très tôt, vers l'âge de 4-5 ans, on est déjà en train de déconstruire ce que l'on tente de construire par l'éducation par ailleurs. Quand on apprend à lire à un enfant sur un livre qui s'appelle « Papa porte une robe » avec évidemment un papa qui est un papa, un homme, mais qui en même temps porte une robe et qui le valorise dans ce contexte-là, dans la construction même de l'enfant, lui, quand il va grandir, il trouvera ça absolument normal qu'on puisse être un homme et porter des robes, et il ne va pas questionner le genre et le sexe de la même façon que nous, qui n'avons pas été sensibilisés si tôt à ces questionnements-là. Tout à fait. Et ça, ce sont... alors, ça n'est pas dans le programme de l'éducation nationale, mais ce sont des lectures et des propositions recommandées par le syndicat le plus influent en France auprès des instituteurs. On n'a pas la réaction encore de l'Église sur cette question, parce que va se poser aussi cette question-là, le neutre, est-ce qu'il peut se marier ? Et avec qui ? Alors aujourd'hui, la question du sexe ne se pose pas dans le cadre du mariage, puisque on peut se marier indifféremment. Oui. Mais là, quand on est neutre... on se marie avec qui on veut. Marie, ah oui, oui, puisque maintenant, la question du sexe dans le mariage ne pose pas de problème depuis la loi du mariage pour neutre tous. Neutre, homme, femme, peu importe. Exactement. Même deux neutres peuvent se... oui, aujourd'hui, alors... Dans la perspective de ce sexe neutre, parce qu'on est au tout début, là c'est une décision de justice qui vient de tomber, on ne sait pas encore quel impact elle aura, mais si ça arrivait jusque-là, c'est que c'est en cours, et si au sein des programmes scolaires de nos enfants, il y a une sensibilisation sur la question du genre, en essayant de faire comprendre que le genre est une question culturelle, c'est-à-dire que ça s'appréhende par la culture, par ce qui a été enseigné, et ça n'est pas quelque chose qui est imposé par la nature. Et ça, c'est vraiment un point particulièrement important, et si les enfants sont sensibilisés à ça dès l'enfance, dès leur plus jeune âge, évidemment, forcément, ils seront beaucoup plus ouverts sur ces questions-là et beaucoup moins critiques sur ce que ça peut apporter comme changement dans notre société. Est-ce qu'il y a déjà des échanges sur la manière dont ça va se traduire dans les livres ? Alors du coup, ça ne sera pas il ou elle, mais ça sera un autre nom. Alors il y a de vrais travaux qui sont faits auprès des syndicats, et notamment ce syndicat important, sur comment... Alors, on ne parle pas de la théorie du genre parce que c'est un sujet tabou. On a même une ministre, la ministre actuelle de l'Éducation, a dit que c'était une rumeur, que ça n'existait pas. Bon, en même temps, il y a des ouvrages, il y a des recherches, et puis surtout, on voit à quel point les tenants de la théorie du genre sont actifs, puisque ça arrive jusqu'aux portes de l'école. Donc, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Mais effectivement, il y a des syndicats qui réfléchissent à comment
interroger les enfants sur ça. Je parlais de cet ouvrage Papa porte une robe, mais il y a d'autres techniques, comme par exemple interroger les enfants sur le fait que aujourd'hui tu es une fille, tu portes un pantalon. Pourquoi penses-tu que les filles doivent porter des jupes ou doivent porter du rose plutôt que du bleu? D'où ça vient? Et faire comprendre aux enfants que c'est quelque chose qu'on leur a appris et que au final le choix est entre le même. Dire que le genre il est plus culturel que sociologiquement, ni physiquement, etc. Et toujours dans le cadre, toujours dans les thématiques de lutte contre les discriminations. Je prends un dernier exemple. Il y a eu la journée de la jupe dans un lycée, donc c'est un lycée public à Nantes. La journée de la jupe, c'était pour lutter contre les discriminations entre hommes et femmes. Et bien tout le monde, hommes comme femmes, pouvait se mettre en jupe. Bon. Alors en soi, on ne voit pas trop le lien, mais ça permet en tout cas d'établir au sein de l'établissement scolaire qu'au moins un jour dans l'année, et voire plus si affinité, on va dire, et bien que certains garçons puissent porter des jupes. Alors, sauf c'est valable encore dans la société franco-française, puisque si on va en Écosse ou dans des pays moyen-orientaux, la robe, enfin, ce qu'on appelle la robe traditionnellement en Europe, n'est pas nécessairement vue de la même chose dans les pays arabes. Oui, mais ça n'a pas le même impact culturel. Je veux dire que quand on porte un kilt en Écosse, on ne se pose pas la question du genre de cette personne. Par contre, ce sont des hommes qui portent des kilts. Voilà, exactement. Les femmes ne portent pas de kilt. Oui. Par contre, si on est en France et qu'on porte une jupe et qu'on est un homme, ça questionne, forcément. Oui. Et si en plus l'école nous autorise à le faire, ça veut dire que c'est normal, que c'est légitimé d'une certaine façon. Et ça, c'est l'éducation nationale qui le permet. Dernière chose, Gladys, mais enfin, ça, vous ne pouvez pas vraiment répondre à la question, c'est juste une remarque. Au niveau de la Guadeloupe, ça causera beaucoup de soucis. Enfin, soucis, on va dire beaucoup de débats, dans la mesure où on a une société qui est un petit peu rigide sur ces questions. C'est pour ça que j'ai tenu à en parler, parce qu'il me semble quand même qu'il y faut un débat sur ces questions, parce que ça va changer en profondeur notre société. Et nous subissons à la fois ce qui est fait au sein de l'éducation nationale, ce qui est appris à nos enfants, mais nous subissons aussi les lois qui sont prises en France et qui s'appliquent ici, et notamment s'il y a une loi qui permet qu'il y ait un troisième sexe, un sexe neutre, mais ça va s'appliquer ici, et je pense qu'ici il faut quand même qu'il y ait un débat, qu'on sache ce qu'on en pense, parce que culturellement et historiquement nous sommes différents de la France. On va lancer le débat. Nos téléspectateurs qui nous regardent et connaissent le Facebook de l'émission le ZCL, eh bien Gladys reviendra dans quelques semaines. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Si vous voulez réagir sur cette question du troisième sexe, le sexe neutre, ni homme ni femme, ZCL Facebook, envoyez vos contributions, et puis prochainement, quand Gladys reviendra, peut-être que nous aurons l'occasion d'y revenir, et je sais que nos téléspectateurs sont très fidèles au Facebook, donc ils vont probablement réagir, et vous aurez peut-être la prochaine fois que vous viendrez, Gladys, à répondre à quelques suggestions, débats. En tout cas, c'est un débat, et nous aurons peut-être l'occasion de faire le débat. Il faudra peut-être faire le débat, parce que là, on a abordé la question frontalement, sans débat, mais il faudra peut-être en débattre et savoir un peu comment dans la société guadeloupéenne aujourd'hui, on a cette question du troisième sexe. Tout à fait. En tout cas, on peut déjà commencer à regarder comment ça se passe en Suisse, il me semble, parce qu'ils sont déjà bien avancés sur la question du débat, où déjà avec les petites filles, une petite fille a le droit d'être un garçon le lendemain, c'est-à-dire de couper ses cheveux à la garçon, ou pareil, un garçon peut laisser pousser ses cheveux et puis mettre des salopettes avec des petites fleurs, ou bien s'habiller en fille, s'ils sont déjà bien avancés, en tout cas sur la question. Oui. La Suisse, c'est un petit peu loin, mais pour la Guadeloupe... Mais pas si loin, on s'en rend compte. Oui, justement, comme ça... De toute façon, nous aurons l'occasion, j'espère, d'y revenir, puisque c'est un débat qui s'amorce et qui ne nous touche pas au ricochet, vu que nos appartenances à la société française pour l'instant. Donc, c'est une question qui sera récurrente dans les jours, les mois à venir. Merci Gladys, en tout cas, d'avoir introduit le débat, et je le redis aux téléspectateurs qui veulent intervenir sur le troisième sexe ou sur le sexe neutre, le Facebook de ZCL. Voilà, il est 12h52. Jessie, on va commencer à développer l'information, et puis on va se retrouver avec Gladys dans 3 semaines à peu près. Oui, exactement. À peu près. Bon, voilà, merci en tout cas d'être venu.
Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, le président de la CCI de l'île de la Réunion, Ibrahim Patel, est en visite en ce moment en Guadeloupe, et également vice-président du Conseil régional de la Réunion. Il concentrera sa visite sur deux problématiques communes à nos deux régions, qui sont la formation et le BTP. Cette visite entre dans une démarche d'échange avec les acteurs du monde économique et social guadeloupéen. Il a visité aujourd'hui le lycée hôtelier du Gosier. Reportage Charlie Dagonia. Aujourd'hui, j'ai visité effectivement un lycée hôtelier, donc je trouve que c'est une structure quand même formidable, avec un accompagnement effectivement pour les jeunes de la Guadeloupe. C'est vrai que le tourisme reste un vecteur quand même très important pour le pouvoir d'achat de n'importe quelle île, que ce soit pour la Réunion, la Guadeloupe ou pour la zone, sachant que nous avons quand même une culture qui se rapproche fortement. Et c'est vrai que la Réunion aujourd'hui, nous avons des centres de formation très perfectionnés, mais il y a sur un domaine que nous n'avons jamais voulu effectivement. Nous avons les formations, mais nous n'avons pas la structure, c'est l'hôtel d'application. Donc je suis venu ici aujourd'hui pour visiter donc le lycée hôtelier, mais surtout l'hôtel d'application. J'ai visité la structure de la chambre de commerce, mais qui a fermé ses portes donc récemment. Et la chambre de commerce de la Réunion, nous souhaitons aujourd'hui, en partenariat avec la région, de mettre en place un hôtel d'application pour nos jeunes, pour les perfectionner encore plus effectivement dans le monde touristique, parce que nous savons tous que le touriste arrivant donc sur une île, à la Réunion comme chez vous, l'accueil reste un élément très important, parce que c'est à partir de l'accueil aujourd'hui qu'on garde une image effectivement de l'île qu'on visite. Et l'accueil est le reflet même effectivement du souhait donc du touriste qui viennent, effectivement de sa satisfaction, je dirais. Donc l'hôtel d'application à tous les niveaux, à tous les étages, depuis l'accueil jusqu'à la formation effectivement des femmes de chambre, la neigerie, le pressing et les chambres et tout. Donc il y a tout ce volet-là qui nous intéresse et nous souhaitons nous y lancer donc fortement. Et même c'est une affaire comme veut la présidente de la Chambre, Madame Colette Coury, qui est dans l'action de la communication et d'échange. C'est une très bonne chose pour nous et pour eux aussi de voir comment que les diverses chambres de commerce fonctionnent. Ici, ce grand hôtel, cette grande école hôtelière ont permis de constater que nous avons un outil invraisemblable, surdimensionné. À l'époque, il ne faut pas oublier que cette école devait faire l'objet de trois départements, Martinique, Guadeloupe et La Réunion. Et après, chaque personne ont essayé d'avoir leur propre structure. Et de ce fait, c'est pour ça que plusieurs personnes demandent, mais pourquoi, nous posent la question, mais pourquoi une aussi grande école? Mais ceci étant, nous ne regrettons rien du tout. Pour la bonne raison, nous avons environ ici près de 150 étudiants qui, avant même qu'ils ont terminé leurs études, sont déjà pris, demandés, et on n'a que de bons résultats. Et il visitera également l'entreprise Alu Couleur cet après-midi. Il est 12h56. On se retrouve juste après la pub pour recevoir notre deuxième invité. Voilà, il est 13h01, retour dans le ZCL. On va parler tout à l'heure de musique avec nos deux invités. France Boussion, bonjour. Bonjour. Et aussi Maggie Luther, bonjour. Bonjour. L'un d'Eswaska et l'autre de Femme Kika. Avant ça, on va peut-être rappeler rapidement les titres de l'info avec Jessie. Ibrahim Patel, vous avez vu donc le reportage, président de la CCI de l'île de la Réunion. Il est en visite en Guadeloupe depuis lundi. Il souhaite se concentrer sur les problématiques de l'apprentissage et du BTP qui concerne donc nos deux îles. Ce matin, il était présent au lycée hôtelier du Gosier et cet après-midi, il visitera l'entreprise Alu Couleur. Air Anti-Express continue leur ascension avec l'achat de 2 ATR 72-600 et l'ouverture de nouvelles lignes dont Paris et Miami. Ils ont tenu une conférence de presse hier en Martinique pour la présentation du développement de la compagnie. Et enfin, Juan Gabriel Vasquez, c'est le lauréat du prix
Carbet des lycéens 2016 qui a reçu son prix donc ce matin à la salle Laura Flessel de Petit-Bourg. La suite de l'info tout à l'heure avec Jessie. Pour l'heure, on va parler, je vous ai dit, de musique. Alors, ça doit exister quand même des gens qui ne connaissent pas Indeswaska. Alors, France Boussillon, en 2 mots, Indeswaska. Kassaï. Indeswaska, c'est un groupe de gros cas qui joue de façon indestoise. Oui, alors, voilà. je dis ça pourquoi? Parce qu'on est vu en France et en Martinique en ce moment, donc il se peut qu'il y ait des gens qui se disent, mais Kassaï, Indeswaska, Kassaï, même au rythme là, ça, il va en être ça. Mais Indeswaska, c'est un genre, moun ka joué. Et c'est un genre, on peut dire, qu'on a trouvé en région nord-basse. Ouais. Et qui fait moun qui a Indeswaska, quand il est là, c'est moun qui formé dans la région là, ça. C'est plutôt moun des anciens régions là, ça a été qu'à suivre. Christine. Voilà, une Christine, t'es ni Delos, t'es ni Bané Loyau, t'es ni d'autres encore, t'es ni Blanchindo Cancel qui t'es qu'à venir avec eux, t'es ni un P, bon un P. Et si vous voulez, c'est là qu'ils fait l'école à tambour qui fait l'œuvre, ils crient nous pour nous jouer en côté, ils demandent nous qui nous ne pas tenir non, nous disent Indeswaska. Ouais. Et il partit comme ça. Et il dit que nous avons notre fois rentrer dans plus de détails à Indeswaska. Voilà. 2 mots sur, bien sûr, Femme Kika, Maggie et Luther. Femme Kika, c'est un groupe de 10 femmes qui est né en 2007. Comment dire, l'arrêt la pas les femmes, hein, c'est le groupe. Hein. Le groupe est né, oui pas les femmes, pas les femmes. Alors c'est un groupe de femmes qui chantent, qui dansent, qui jouent et qui font aussi un travail polyphonique et donc qui présentent leur sensibilité sur les titres donc du gros cas. Et voilà, donc c'est un groupe, on dit exclusivement féminin. Voilà, même si on ne rejette pas les hommes, on le dit à chaque fois aussi. C'est un petit peu, enfin, je posais la question pour vous, en type de provocation. En fait, aujourd'hui, les femmes sont dans le groupe. Quand je dis ça, je fais référence au passé. Je pense qu'elles l'ont toujours été. Je pense peut-être qu'on les voit plus. C'est la différence. D'accord. Alors, vous êtes ici parce qu'en fait, vous organisez un concert ce samedi pour au cimetière du Lamentin pour des jeunes Guadeloupéens. Explication. Alors, ce sont des élèves qui ont monté un projet de séjour linguistique pour aller à New York, pratiquer la langue de Shakespeare, on dit, parler l'anglais. La langue de Obama. Ou de Obama aussi, c'est plus récent, mais effectivement. Donc, ils ont décidé de faire des activités pour financer, en fait, pour alléger aussi la participation des familles, parce que tout est cher. Et dans ce cadre-là, il y a le projet de concert de musique Gros Cas, avec le professeur dont je fais partie. Alors nous avons voulu faire quelque chose de différent. En général, on fait toujours des foires culinaires, des ventes de gâteaux. Nous en faisons aussi, mais nous avons voulu, comme je fais partie d'un groupe, et que je connais bien les gens de Femme Kika, nous avons voulu faire quelque chose de différent, de culturel, pour que on puisse allier comme ça le plaisir, mais en même temps une réflexion sur notre culture. Donc voilà, pour ramasser des sous, pour aider les enfants à partir. Et le voyage aura lieu quand? Le voyage aura lieu en octobre. En octobre, disons entre octobre et novembre. Ce sera à cheval un peu. Donc c'est un séjour linguistique. Un séjour linguistique. D'accord. Avec logement dans des familles, avec des cours aussi le matin et des visites l'après-midi. Visites de monuments célèbres comme l'Empire State Building, comme l'ONU, comme la Statue de la Liberté. Donc vous voyez, tout un programme alléchant qui essaie d'allier l'utile et l'agréable. Ce sont des jeunes de quel âge à peu près? Alors ce sont des lycéens, disons que ça va de la seconde, c'est-à-dire 15-16 ans, jusqu'à la première, 16-17 ans. Voilà. Alors, l'autre question par rapport à ces élèves qui partiront aux États-Unis, comment eux, ils appréhendent le Gouka, puisque vous avez fait un concert, on va dire, avec 2 groupes très connus et effectivement, comme on dit ici, 2 poteaux mi-temps dans l'arrêt de la Gouka. Comment des jeunes lycéens de 16 à 17 ans appréhendent le Gouka, dans la mesure où on sait très bien qu'ils sont souvent attirés par d'autres musiques que les nôtres? Alors, ils sont comme tous les jeunes. Hein. Actuellement, c'est le dancehall, c'est hip-hop. Mais ça ne veut pas dire qu'ils rejettent le gros cas.
ils ne pratiquent pas beaucoup. Il y en a quelques-uns qui dansent ou qui savent jouer du goka. Et bon, c'est une sorte de curiosité. Il y a même des élèves qui m'ont dit que s'ils ont le courage, ils vont monter sur scène danser aussi. S'ils ont le courage. S'ils ont le courage, parce que danser comme ça devant le public, c'est pas évident. Mais c'est vrai qu'ils ne pratiquent pas beaucoup, c'est pas leur génération, mais ils ne rejettent pas. Ils reconnaissent le goka comme musique, vraiment notre musique, par excellence. Je ne vais pas poser la même question à Ina, à Maggie, mais du point de vue des femmes aujourd'hui, puisque vous êtes un groupe, je crois qu'il y a 2 ou 3 groupes comme ça, exclusivement féminins de goka, est-ce qu'on sent que chez les femmes guadeloupéennes, le goka prend? Oui, de toute façon, nous, on voit toujours que le goka, c'est vraiment une musique vivante, profondément vivante, avec un vivier sans cesse renouvelé. Et donc, de femmes aussi maintenant qui manquent, oui, de femmes voilà, qui manquent au tambour. Il y a des jeunes femmes maintenant, de plus en plus, qui s'initient au tambour de plus en plus tôt et qui manquent au tambour. Donc, des femmes qui sont finalement plus simplement uniquement danseuses ou répondaises. Elles font d'autres choses et elles investissent de plus en plus donc le goka. Donc oui, on le constate et nous, au niveau de Femmes Kika, on est souvent très triste parce qu'on a une forte demande de femmes qui viennent et qui nous disent mais nous, on veut rentrer dans un groupe, on veut chanter et tout, et nous, on peut pas répondre à cette demande. Pourquoi? Donc, parce que nous, on fait un travail donc particulier en collectif. La Femme Kika, c'est une tribu fermée. C'est pas une tribu, mais un travail collectif, ça demande du temps, ça demande de l'harmonie, c'est des énergies qu'on met en commun, c'est une sensibilité, c'est un regard sur le goka, et il faut prendre le temps de faire les choses. Il n'y a plus de place pour personne, c'est ça? Non, au contraire, la place elle est grande ouverte, au contraire, mais on peut répondre ponctuellement à des activités d'échange, mais après il y a le travail musical. Ce travail musical, c'est vrai qu'il reste concentré entre les Femmes Kika. Oui, donc pas encore d'école de goka femme. Non, pas encore. On pense que d'ailleurs il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'écoles qui existent déjà, et on invite justement, les femmes le font déjà, et aussi je profite de votre télévision pour faire un appel, c'est vrai, de dire aux femmes d'aller. Il y a beaucoup de femmes qui chantent chez elles et qui n'osent toujours pas aller dans des écoles. Il y a des écoles maintenant dans toutes les communes donc de Guadeloupe, dans toutes les sections de quartier. Il y a de quoi pouvoir vivre son goka pleinement en Guadeloupe. Maintenant, on peut le dire. Donc il y a d'autres femmes qui cachent. Oui. Alors, si je peux rajouter quelque chose, c'est qu'effectivement, les femmes ont toujours été présentes dans le goka, contrairement à ce qu'on pense. Oui. Parce que si on écoute certaines chansons, notamment des chansons de Grage, on se rend compte que les auteurs ne pouvaient être que des femmes. Oui. Et des chansons qui ont été reprises par les hommes. C'est vrai, la nouveauté peut-être, c'est-à-dire que les postes ont changé. Maintenant, il y a plus de femmes. Parce qu'on disait, France, on le disait souvent, traditionnellement, femme va jouer tambour, faut pas femme venir manier tambour en moins, etc. Vous avez entendu ça dans votre jeunesse, j'imagine. Bien sûr, j'ai entendu ça. C'est plus qu'une tradition quand même. Oui, mais bon. Même si on n'est pas d'accord, mais vous savez, quand les gens disent des choses comme ça depuis plusieurs années, ça se répète, c'est qu'il y a quand même un fond, il faut fouiller pour essayer de savoir d'où ça vient et pourquoi, au lieu de rejeter en bloc. Ok, donc il y a un travail justement de recherche à faire. Pourquoi les gens disaient ça? Ça vient d'où? Est-ce que c'est de Guadeloupe? Est-ce que ça remonte plus loin à l'Afrique? Est-ce que... Oui, donc, bon, c'est vrai que même si on n'est pas d'accord, mais il faut toujours chercher à savoir pourquoi. Donc, je disais, ce qui a changé, c'est que maintenant, effectivement, on trouve des femmes comme tambouillées, beaucoup plus, et comme même marquaises. Okay, alors qu'avant, elles étaient plutôt... Tambouillaises, oui, tambouillaises. Féminisées. Je ne sais pas si le créole permet. Il y a bien infirmières, donc tambouillaises aussi. Donc, effectivement... Maintenant, elles sont plus présentes. Et bon, c'est c'est aussi bien pour le groupe. C'est une petite révolution culturelle, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Alors, juste 2 mots avant de vous quitter. Alors, on va rappeler d'abord que c'est ce samedi. Au ciné-théâtre, à partir de quelle heure? À partir de 19h. Oui. Alors, c'est pas en les roses. Pas en les roses. Mais justement, ça c'est une nouveauté parce que nous aurons à faire un les roses commun. Parce que Indeswaska et Femmes Kika s'entendent, il y a une sorte de complicité entre nous. Nous sommes très proches et ça leur arrive de venir nous prêter main forte parfois quand nous avons besoin de cœur et vice-versa. Donc,
il y a une grande complicité. Donc vous allez chanter ensemble samedi. Vous serez tous les deux. D'abord séparément. Et puis en finale, comme on dit, voilà, ensemble. Il y a une grande complicité, je disais. Et donc c'est pas les roses, effectivement, mais ça aussi, on n'a pas beaucoup l'habitude de voir. Peut-être que ça se faisait dans les années 60 parce qu'il y avait des galas quand même. Oui, ça se faisait, ça a un peu disparu. On n'a pas beaucoup l'habitude de voir le gros cas sur scène. En spectacle. En spectacle. Oui. Nous, ce que nous essayons parfois de faire, c'est restituer un peu sur la scène l'ambiance un peu du Les Roses en même temps. Donc c'est quelque chose un peu, comment c'est, in between, en anglais. Hybride. Hybride, voilà. Ouais. Donc voilà, mais ça sera bien. Ce sera bien, ce sera une petite nouveauté et c'est une manifestation de soutien. C'est surtout ce qu'il faut retenir. On l'a dit, alors, les parents d'élèves de vos collègues, de votre lycée, Foyola. Ah, Foyola. Foyola, pour porter force là. Foyola, c'est une qui attend ça, il a espéré ça pour aller connaître New York. Oui, et absolument. Voilà. Où est-ce qu'on achète les tickets alors les tickets sont vendus au ciné-théâtre, même sur place, à la boutique RCI. On peut les acheter dès maintenant. Dès maintenant, oui, nous en vendons aussi, Maggie et moi. Donc les gens peuvent nous arrêter dans la rue. Oui, il n'y a pas de problème. Nous l'avons nous vendre. Il faut ça la plein. Enrique plein, explique en tout cas. Maggie, un dernier mot, femme qui a un album en préparation. En préparation. Enfin. Il va presque arriver d'ici un maximum 2 mois. Il sera à terme bientôt, comme on dit. On est en train de finaliser, mais effectivement, on a un petit projet à défendre et à montrer d'ici quelques mois. Mais on sera heureux de vous recevoir pour vous parler de musique à femme vers Disley qui est sorti. Et quant à France, nous savons que une des soirs quand même, DJ Timo, c'est ça, sorti un livre, pas de longtemps. Et nous avons l'occasion de pas aider. Oui, des choses qu'on a pratiquées, mais même des temps, nous avons fait recherche, ou cherche, comme nous avons fait recherche en les Goka et nous avons fouillé pour nous voir ça, nous pouvons trouver. Ok, nous avons fait des vignazotes et rendez-vous là pour samedi soir. Donc, au Lamentin, 13h15, gestion continue des news. L'ensemble des syndicats de la Guadeloupe appellent à un mouvement de grève générale le jeudi 12 mai. Ils se mobilisent contre les attaques patronales et de l'État dans notre archipel. Selon les syndicalistes, le gouvernement actuel Hollande-Valls n'a fait qu'intensifier la destruction des droits des travailleurs. Ils lancent un appel à tous pour lutter notamment contre le retrait de la loi El Khomri, l'arrêt des suppressions d'emplois ou encore les suppressions de classes dans l'éducation nationale. Reportage de Jeff Taylor. Le mot d'ordre, c'est bien évidemment la continuité de ce que nous avons commencé dimanche 1er mai sur la plage de Saint-François. La mobilisation, la dénonciation de tout ce qui se fait aujourd'hui, le retrait pur et simple de cette loi El Khomri. On n'est pas sur cette histoire d'amendement, de modification, de discussion, de négociation. On veut que cette loi soit purement et simplement enlevée des tables. Ça ne peut pas rester à côté de ce mouvement, tout simplement parce que c'est non seulement il y a la loi El Khomri, que tout le monde connaît, qui pose problème d'ailleurs, plus de 5000 amendements pour cette loi plutôt, mais il y a également nous qui sommes bien impliqués dans d'autres secteurs, tels le secteur bancaire, secteur de la sécurité, la police par exemple. Il y a d'autres, il y a les suppressions de postes font que les collègues sont à bout de rouleau et donc ils sont appelés à se mobiliser avec nous d'ici le 12 et l'intervention principale que nous aurons également c'est au niveau de l'éducation nationale car il ne faut pas oublier qu'à la rentrée prochaine, nous subissons encore moins 35 postes dans le second degré. Donc c'est plus de 400 postes supprimés depuis 2008. C'est le désossement véritablement de l'école en Guadeloupe. Le 12 mai, nous en force avec tout d'autres travailleurs Guadeloupe pour nous rappeler obligation unie. Il n'y a pas nécessité, mais obligation unie de venir dans la rue là parce que c'est qu'après le 1er mai, 1er mai c'était en prologue, mais là c'est en première étape. Parce que nous avons bien expliqué. Et là, quand on a des travailleurs en mi-temps, moi dis ça. Moi dis que le patronat qui a réuni ensemble puis obtiennent satisfaction. Ou ni les médecins, ils font grève pour obtenir aussi satisfaction. Les huissiers, les avocats, tout le monde qui met ensemble pour apprendre. Et nous travaillons nous le bout là. Aujourd'hui là, nous avons demandé tout travailler à venir ensemble
le 12 mai, pour nous faire un choc social en pays là ça. En même fil que le 1er mai, les organisations syndicales décidaient de poursuivre ce combat-là. Et nous, quoi vrai, aujourd'hui là, c'est le mépris, l'arrogance, les licenciements et en face, pas ni rien. Nous pas attendre les élus qui parler de la situation, nous pas attendre le préfet là qui dit rien. Nous pas simplement vrai que aujourd'hui là, le gouvernement là a transformé en loi sociale toute revendication à le patronat et singulièrement à le MEDEF. Aujourd'hui là, nous pas vrai aussi qu'il y a une collusion entre la justice coloniale et les patrons et notamment le MEDEF. Tout simplement parce que notamment à BMW, en aucun moment procurer là pour poursuivre BMW malgré qu'il recevoir un procès verbal à l'inspection du travail qui va mettre en devant toutes les irrégularités qui fait dans le cas d'un licenciement à travailler. Donc, aujourd'hui, là, nous, l'UGTG, nous pas considérer que nous en légitime défense et nous avons appelé tout militant, tout travail à la mobilisation le 12 et nous avons porté contribution nous aussi pour faire en sorte que l'IONAGE avec les autres organisations perdurer pour nous aller dans un vaste mouvement. Ils seront donc mobilisés devant les entreprises et les administrations et le rassemblement est prévu à 9h30 devant le palais de la Mutualité à Pointe-à-Pitre. Et on continue donc notre journal avec une note brève. Le premier salon caribéen du transport et de la logistique se tiendra les 11, 12 et 13 mai au palais des congrès de Madiana en Martinique. C'est la première manifestation de cette envergure, une manifestation qui a pour but de mettre en relation les grands opérateurs de transport maritime et aérien, ports et aéroports, autour de thématiques de la zone Grande Caraïbe. Cette toute première édition rassemblera une centaine d'exposants en provenance de toute la Grande Caraïbe. On va parler d'Air Antilles Express. C'était hier donc la conférence de presse, on peut dire un peu inaugurale de nouvelles destinations et le reportage était sur justement cette conférence de presse ici. Effectivement, Danick, après la baisse de leurs tarifs, Air Antilles Express continue son développement avec l'acquisition de 2 ATR 72-600 prévus pour la fin de l'année. Et ce n'est pas tout, la compagnie renforce son partenariat avec Air France et proposera à compter du mois de juillet les destinations Paris, Miami, Port-au-Prince et Cayenne. Nous étions présents donc lors de leur conférence de presse tenue hier en Martinique. Reportage d'Annick Zandronis et Nicolas Le Sueur. Nous avons déjà 14 années derrière nous, un développement qui est progressif, pénétration du marché franco-français, pénétration de certaines dessertes de la Caraïbe avec Sainte-Lucie et Saint-Domingue il y a 4 ou 5 ans, renforcement des dessertes avec Saint-Jouan, Dominique, Saint-Domingue, enfin tout ça, nous avons l'impression au contraire d'aller par étapes, de réussir étape par étape et maintenant nous sommes dans une logique où nous considérons qu'il est temps de franchir un nouveau cap et c'est ce nouveau cap que nous sommes venus annoncer à Fort-de-France aujourd'hui. Il se caractérise par l'acquisition de 2 nouvelles machines, 2 ATR 72-600 de nouvelle génération. Vous avez noté qu'on passe au 72, c'est-à-dire 72 sièges, et qui nous permettra de renforcer notre programme de vol actuel, passer jusqu'à 13-14 rotations par jour sur Fort-de-France, 6 rotations sur Saint-Martin, mais passer en quotidien sur Saint-Domingue, sur Saint-Jouan, d'ouvrir de nouvelles dessertes, Antigua, Barbade, en plus de toutes celles que nous avons. Donc c'est une nouvelle phase de notre développement qui est initiée et parce que nous considérons qu'il est temps de se lancer là-dedans. Le pari a été atteint, il fallait quand même offrir à la clientèle locale d'autres alternatives sur la question des prix. C'est quand même grâce à Air Antilles que les prix sont au niveau de ce qu'ils sont aujourd'hui, au-delà de la problématique du carburant ou des taxes, mais c'est grâce à Air Antilles que la concurrence aujourd'hui se joue pleinement. Nous avons quasiment 15 destinations dans la Caraïbe aujourd'hui, bientôt plus, une vingtaine avec les ouvertures de lignes que je vous ai annoncées. Mais il y a également un besoin d'aller ailleurs, et particulièrement en métropole. Donc les partenariats, notre politique de partenariat que nous menons et le renforcement de notre partenariat avec Air France fait qu'aujourd'hui, la clientèle d'Air Antilles bénéficiera de billets Air Antilles sur la desserte de la métropole, de Port-au-Prince, de Miami, en plus de Cayenne. Alors, sur Port-au-Prince et Miami, après les quelques tests techniques qui sont en cours et qui se feront dans le cours du mois de mai, nous envisageons de démarrer au transport le 1er juillet. En ce qui concerne la desserte de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France vers Paris, après les tests, nous envisageons de démarrer au 1er septembre. Notre combat, c'est d'être toujours compétitif.
Voilà, il est 13h22, on revient sur Terre et on va parler de théâtre, puisque vous savez, on vous le dit tous les jours, toute cette semaine, c'est Cap Excellence en théâtre et nous recevons chaque jour une personnalité liée à ce festival. Aujourd'hui, nous allons recevoir un metteur en scène haïtien, Guy Régis Junior, je dis bien Guy Régis, pas Guy Régis. Bonjour. Bonjour. Et donc, vous êtes venu avec une pièce Désafie. Alors, on est venu avec deux pièces ici. Deux pièces. La liberté vient de l'intérieur. Alors, la liberté vient de l'intérieur, c'est vraiment un sous-titre. Le titre de la pièce, c'est Désafie. Désafie. C'est un thème connu, ça, en Haïti. Bien sûr, j'imagine que vous connaissez. Tous ceux à qui on parle, ils savent ce que c'est. C'est le premier roman écrit en créole de Franck Etienne. Il avait repris Les Havres d'un défi, donc il avait fait la traduction lui-même. Oui. Et je me suis mis, avec quelques comédiens, à travailler là-dessus depuis 2006 parce que c'est colossal comme roman. Voilà, c'est pas mal. C'est très compliqué aussi comme langue, mais on a réussi. C'est une histoire de zombies. Oui. C'est un tyran qui a, si vous voulez, c'est vraiment une parodie sur Duvalier parce que c'était Duvalier à l'époque qui était au pouvoir, le grand dictateur Duvalier, sanguinaire. Il a écrit une pièce où il y a un tyran qui zombifie tout un village, donc un prêtre au gant. Guy Régis, vous savez, en Guadeloupe et en Haïti, on n'a pas la même conception du zombie. Alors, je sais bien. Pour nous, ici, un zombie, c'est un esprit, quelqu'un qui est mort et qui apparaît ou qui disparaît de temps en temps. En Haïti, le zombie, c'est une autre histoire. Nous, on fait renaître nos zombies. Oui, alors expliquez-nous un peu ce qu'est le zombie haïtien. Le zombie haïtien, si vous voulez, un être qu'on a transformé, qu'on a rendu comme mort. Oui. Et après, ceux qui savent faire, on le réveille pour qu'il devienne esclave. D'accord. Et zombifier pour nous, c'est donc réduire un esclave. C'est une légende ou c'est une réalité? Parce que chaque fois que je suis allé en Haïti... Je ne vais pas vous dire le secret parce que c'est pas... Oui, j'ai posé la question, on me répond un peu de façon ambiguë. C'est un boko qui peut vous répondre. Un boko, c'est un prêtre vaudou qui utilise sa main droite. Parce que quand on utilise la main droite, ça veut dire qu'on fait du mal. Donc c'est boko qui peut vous expliquer. Sinon, pour nous... c'est bien réel, c'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on réduit quand même en esclavage. Oui. Après, il y a une histoire de poison là-dedans. Il faut que le boko ait l'antidote pour éveiller le zombie. Il y a des feuilles, il y a des os de poissons, de poissons foufou. Mais si vous voulez, ce qui m'intéresse beaucoup plus comme artiste, c'est de travailler sur le concept de zombification, sur le mythe, sur le fait de réduire un peuple en esclavage, en état de zombie pour les utiliser. Et dans la pièce, justement, dans le texte que Franck Etienne a écrit, il y a un des zombies, donc la liberté vient de l'intérieur, un des zombies qui, lui, trouve la fille du boko et qui tombe amoureux de la fille du boko. Il faut expliquer aux gens ce qu'est un boko, parce qu'ici aussi... Un boko, c'est un prêtre vaudou qui utilise la main droite, c'est-à-dire qu'il fait du mal. Oui, c'est un sorcier. C'est un sorcier, mais sorcier pour nous, ça veut faire du bien aussi. Vaudou. Dans la religion vaudou. C'est un grand prêtre, en fait. C'est un grand prêtre qui peut faire du bien ou du mal. Parce que pour nous, en tout cas pour moi, il y a... Voilà. Sauf que là, la main gauche fait du bien. Oui. Et donc, il tombe, la fille Sultana tombe amoureuse d'un des zombies, un jeune zombie magnifique, et elle va lui donner du sel. Parce que quand on donne du sel à un zombie, il se ressuscite, et là, c'est la liberté. D'accord. J'ai une question. Sur les zombies ou sur la pièce? Non, c'était plus par rapport au théâtre en Haïti. Quelle est la place qu'a le théâtre aujourd'hui en Haïti? Il n'y a pas de salle, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas un réel intérêt du gouvernement nécessairement ou de ministère. Moi, j'étais très heureux de voir le maire qui prenait la parole dans ce festival. Je dirige un grand festival en Haïti, le Festival des 4 Chemins, qui a 12 ans d'existence. Et on n'a jamais vu un maire qui prenait la parole pour dire, voilà, c'est important pour lui le théâtre. Par contre, il y a une grande énergie. Il y a énormément de jeunes qui font du théâtre. Moi, j'ai une troupe, là, on a amené 2 pièces qui ont déjà été jouées là-bas. Il y a beaucoup de jeunes. Je suis le plus vieux metteur en scène haïtien, j'ai 42 ans seulement. Oui. Vous imaginez que tous les autres ont 26 ans, 25 ans, et ils ont beaucoup de compagnies. Et les anciens ont été, Cuidor, tout ça. Voilà, Cito Cavé est toujours vivant, Franck Etienne est toujours vivant. Oui. On joue Franck Etienne, on joue Cito. Moi, je l'ai honoré l'année dernière, Cito, en lui faisant reprendre 2 de ses pièces. Il y a vraiment une bonne énergie. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent à vivre de leur métier alors qu'il n'y a pas de subvention. Oui. Donc, ils font un peu de cinéma. En fait, on a de l'énergie pour faire tout seul, voilà.
Et d'où ça vient justement cette énergie? Qu'est-ce qui fait que ces jeunes sont attirés par le théâtre? Je pense qu'on en a parlé hier avec un des participants ici. Je pense que le théâtre est très important quand justement on est en difficulté et qu'on peut créer ce lieu de parole. Le théâtre permet de s'exprimer. Moi, quand j'ai commencé à faire du théâtre, parce que j'étais jeune, j'avais 20 ans, 22 ans, et je me posais la question, qu'est-ce que je vais faire dans la société demain? Et je me dis, tiens, le théâtre, c'est vraiment le meilleur moyen pour exprimer ça, pour dire que c'est pas possible de vivre comme ça. Et puis en fait, finalement, j'ai laissé la psychologie pour faire ce métier. D'accord, comment? À l'âge de 20 ans? À 20 ans, oui. C'est peut-être pas trop tard pour moi, Danick. Pas du tout. Non, il n'est jamais trop tard pour commencer à faire du théâtre. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de voir récemment à Carifesta. Il y a un endroit où justement les artistes se réunissent à Port-au-Prince, je ne me souviens plus du nom du lieu, où ils ont un endroit où ils peuvent au moins faire des répétitions. Il y a des endroits où on peut répéter. Il y a la Focale, voilà, la Focale qui est vraiment le seul centre culturel qui nous invite tous. Il y a une bibliothèque là. Il y a une nouvelle salle qui vient d'inaugurer aussi, le Triomphe. Mais si vous voulez, on est tellement habitué, ma génération, à jouer du théâtre partout, que maintenant, une salle ne nous suffit pas, en fait. Bien, alors, Désafi, en 2 mots, c'est cette histoire de zombie qu'on verra. Il ne faut pas tout raconter, bien sûr. Non. Oui. Ouais. Et c'est vous qui avez fait la mise en scène? J'ai fait la mise en scène. J'ai commencé à travailler la pièce depuis 2006. Oui. J'ai travaillé l'adaptation parce que c'était pas si facile que ça. Et puis après, j'ai travaillé avec les comédiens. On a monté la pièce à Paris, au Tarmac, de la Villette. Là, c'est plus à la Villette maintenant, c'est plutôt à Gambetta. Et puis, la pièce est revenue à Port-au-Prince où on l'a jouée dans tous les lycées, juste dans toutes les écoles, dans tous les lycées, pour montrer justement que c'est important que les enfants comprennent ce que c'est que la dictature, en fait. Est-ce que Franck Etienne a vu la pièce? Oui. Oui, qu'est-ce qu'il en pense? Il a beaucoup aimé, mais en fait, Franck Etienne, de toute façon, il n'a pas le choix. C'est comme un père pour moi. Il m'a vu tout petit, donc quand j'avais 20 ans et que j'allais chez lui, c'est lui qui nous ouvrait la route, si vous voulez. Donc c'est comme un père pour moi, quoi. Là, avant de venir ici, j'ai été lui payer ses droits, parce que je tiens absolument à toujours lui payer les droits de la pièce, même si je passe dans certains endroits en Haïti où on ne pense pas aux droits, je lui paye ses droits. Il était très heureux. Il est très content, son esprit avec nous ici. Vous êtes content d'être en Guadeloupe pour cette pièce? Je suis toujours très content de revenir dans Cap Excellence. En Guadeloupe, c'est le premier endroit où j'ai vu ma première pièce primée. La première pièce que j'ai écrite, c'était Ida. C'était il y a longtemps au Centre des Arts, vous voyez ce que c'est. Le Centre des Arts est fermé maintenant, ça va ouvrir dans quelques temps. Et donc j'ai commencé ici, si vous voulez. Et vous serez invité probablement d'après ce que je sais. Alors, 20h30 ce soir, La Liberté vient de l'intérieur. Le sous-titre, c'est Sous le Bic des Abîmes. Oui. Et la deuxième représentation, c'est demain soir. C'est demain soir à 19h, au Mémorial Acte. Oui. Et là, j'ai hâte de voir ce lieu. J'ai hâte de voir ce lieu. Ah, vous n'avez pas encore vu le Mémorial Acte, vous ne l'avez pas raté. Et bien, on va jouer là-dedans pour le voir. Guy Régis, merci d'être venu. Merci à vous aussi. Et puis, nous que gardons des pièces là, nous que voilà. Nous mettre vini, nous toutes mettre vini. Pas de problème. 13h30 dans le ZCL, on se retrouve après la page de pub pour la suite de l'information et puis aussi notre chronique Coco et Abricots puisque notre amie Justine est déjà en coulisses. Voilà, à tout de suite. Et on reste dans le domaine du théâtre. Les élèves du collège Charles de Gaulle de Morne-à-l'Eau joueront leur pièce Urgence chez Molière. Une farce jouée, dansée et chantée, tirée du Médecin malgré lui. C'est le 20 mai à la salle Robert Loison, au Moule. Et les places sont en pré-vente au collège. Et donc, Danick, on reçoit notre dernière invitée, Jocelyne Nampry, donc pour la rubrique. Pour la chronique Coco et Abricots, c'est plus qu'une invitée, c'est une chroniqueuse qu'on retrouve pratiquement tous les mercredis. Bonjour Jocelyne. Bonjour Danick, bonjour Lucie. Et donc cette rubrique bien sûr les prévue comme ça chaque semaine, il faut le dire pour les gens qui la découvrent, pour parler un petit peu de tout. Voilà, Coco et Abricots, ça parle de tout, ce qui est tendance, le bien-être, la santé, voilà. Alors la dernière fois on avait parlé des alicaments. Des alicaments, les gens ont posé des questions là-dessus, mais enfin on ne va pas y revenir. Alors je dis tout de suite aux gens qui nous regardent, vous avez le Facebook ZCL, si vous avez des questions aux chroniqueuses ou même à Jessie d'ailleurs, n'hésitez pas. Poster sur le ZCL Facebook les questions qui vous intéressent et on s'efforcera bien évidemment de répondre. Alors aujourd'hui, Justine, on va parler de Tam Tam.
Pas du tambour. Pas de l'instrument de musique, du mobilier. Le fameux tabouret tam-tam qui est devenu vraiment une icône dans le monde du design français, parce que même mondial, hein, ça a traversé les générations. Mais avant que de parler en proprement dit du tam-tam, j'aimerais faire juste un topo, mais le remettre en situation. Faites-le. Donc, le père du tam-tam, c'est Monsieur Henri Massonnet. Il n'était pas design à l'origine, c'était un normalien. Il a arrêté ses études pour suivre sa dulcinée. Et en 1948, il a acheté une usine qui s'appelle Stamp, et je reviendrai pourquoi dessus, et qui était spécialisée dans les seaux, les glacières pour les pêcheurs. Donc il faisait comment dire, j'ai trop de mémoire. Des instruments, enfin, c'était vraiment pour la pêche. Et en 1968, il a inventé un nouveau procédé de plasturgie avec des moules, et il a regardé les pêches et tout ça. Il a dit mais pourquoi pas faire un tabouret, et il a fait un tabouret de pêche. À la base, c'était ça, la naissance. Qu'on voit là, à l'écran. Voilà. C'était pour les ça, pêcheurs. Ce sont les tabourets vintage d'origine. La couleur verte et orange, c'est vraiment les tabourets d'origine. D'accord. Et ça s'est vendu, ça s'est écoulé très rapidement. Ça s'est écoulé très rapidement. Au départ, c'était vendu à 10 euros, à 10 francs à l'époque, c'était 1968. Il n'y avait pas encore d'euros. Non, malheureusement, ou heureusement. Et l'impact du tam-tam a commencé avec Brigitte Bardot. Quand elle a posé, Brigitte Bardot a fait une photo en posant sur un tam-tam. Posant nu? En petite tenue, disons. En petite tenue, oui, enfin, Brigitte Bardot, bien sûr. Bien sûr, non, mais enfin, on n'est pas étonné. Et dès ce moment, la photo a fait le tour du monde, et aussi la renommée du tam-tam a progressé, les ventes ont augmenté. Et ça a tellement augmenté qu'il s'en est vendu près de 12 millions en près de 10 ans. 12 millions de tam-tam. 12 millions de tam-tam. En 1970, fort de ce succès, M. Henri Massonnet a été reconnu et entré au record Guinness Book des inventeurs. Il a exposé à la MoMA, qui est le Museum of Modern Art de New York. Donc, c'était vraiment une grande consécration. Et on peut expliquer pourquoi cet engouement du tam-tam à cette époque-là, que nous sommes dans les années 60-70, c'est vraiment le pop art qui régit. Et le plastique et sa flexibilité. Ça permettait aux designers de faire différentes formes, vraiment de laisser libre cours à leur imagination. Et c'est pour ça qu'il a eu autant de succès. D'autant plus aussi que le tam-tam, c'est un objet pratique. Oui. On pourrait dire, il est maniable, transportable. Et déjà, on peut même taper dessus, d'ailleurs, hein, faire du tam-tam. Oui, faire du bruit surtout, oui. Et les deux disons qu'il se compose de 3 parties. Il y a deux parties qui s'emboîtent et plus un couvercle. Parce qu'il est démontable, en fait. Il est démontable, donc, et ça permettait aussi de servir de rangement. Ah, ça, je savais. Ben oui, en soulevant le couvercle, voilà, ça permettait de ranger. Et jusqu'à maintenant, la production a repris. Les côtes d'origine sont restées telles quelles, 46 cm de hauteur, ils n'ont pas changé. Alors, on peut conseiller à Jessie parfois d'avoir son tam-tam, que quelquefois, Jessie, c'est plus facile à transporter qu'une chaise. Ah oui, sûrement, mais j'ai déjà vu, hein, c'est plutôt sympa. Hein. En plus, on en fait de toutes les couleurs maintenant. Voilà. C'est très design. Hein. Ça a été repris d'ailleurs par de grands designers. Et là, on va revenir dessus. On va revenir dessus. Donc, le tam-tam, pendant 10 ans, il a vécu ses heures de gloire. Et après, il y a eu le choc pétrolier de 1973. Oui. Et là où, avec le pétrole, il y avait l'embargo, donc tout ce qui était plastique était proscrit. Et les gens revenaient à d'autres matières un peu plus nobles. Donc, il a quand même continué son petit bonhomme chemin jusque dans les années 80, à la date à laquelle M. Massonnet a vendu son entreprise à M. Pinault. La Stamp. Ouais, la Stamp. À M. Pinault. Et voilà, on en a plus entendu parler. Et dans les années, en 1998, le premier, comme on disait M. Stark, le premier de tous les designers, a ressorti un fauteuil qui s'est inspiré du tam-tam, le Bubu Premier de Philippe Stark. Je ne sais pas si on est passé, Bubu Premier. Ça a eu un succès fou. Pareil, léger, ludique, rangement. Et il ne s'est pas contenté de ça. En 1998, il a sorti un autre fauteuil qui était la Marie.
Tout le monde le connaît, c'est une sorte de, voilà, Bubu Premier. La Marie, ensuite, ce sont les chaises translucides. Peut-être que les gens l'achètent, ils ne savent pas ce que c'est, mais non, ça s'appelle la Marie. Il y a la Ghost, parce que tout ça, c'était l'engouement du plastique qui revenait. Les gens redécouvraient, c'était pratique, c'est léger, ça va partout, on peut le mettre dans le jardin, ça ne risque rien. Et la Branex en même temps, et maintenant, le Tam Tam est revenu sur la scène en 2002. Avec Branex Design qui l'a fait sortir, qui l'a réédité pour le salon maison et objets. Et là, ils se sont donnés à cœur joie. Maintenant, il n'y avait plus les fameuses couleurs orange et verte. C'était du fluo, c'était pailleté, c'était vraiment le festival. Et les personnes qui ont acheté des tam-tams, je tiens à le dire, que ce soit pailleté, argenté, doré, ils ont fait une affaire parce que ça va devenir des pièces collector. Mais oui, parce que ces fauteuils n'ont été édités qu'à 500 exemplaires. Ah, d'accord, oui. Donc, c'est à garder, à conserver. Ouais. Oh, si j'avais su à l'époque. Voilà. Fallait le dire avant, voilà. Justine. Mais c'est maintenant que je viens. Et en 2008, toujours dans cette mouvance de renouveau, on a sorti un e-tam-tam. C'est-à-dire que c'était une console. On peut connecter son iPhone. Voilà, son iPhone, son smartphone. Et c'est Éric Berthès qui l'a conçu. Donc maintenant, Branex continue, c'est-à-dire que le tam-tam ne va plus s'arrêter en bon chemin. C'est vraiment. Ça continue. Oui, ça la continue. progression du tam-tam continue. Mais oui, parce que maintenant ça s'associe dans tous les intérieurs, que ce soit moderne, ancien. Maintenant, on peut le mettre. C'est plus seulement lié au mouvement pop de l'époque. Maintenant, c'est devenu vraiment un incontournable du design. Et ça fait pas un peu cheap le tam-tam dans une maison? Ah non, je ne pense pas. Comme disait Philippe Stark, le plastique c'est le nouveau chic. D'accord. Bon, on va retenir. Et puis, alors, si vous prenez l'émission en cours, je vous rappelle que vous pouvez là avoir la possibilité de revoir ce qu'a dit Jocelyne sur le tam-tam en faisant simplement le www.zcl.tv. Bien sûr, elle sait toujours. Sinon, Jocelyne, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine avec un autre sujet. De mode ou alors cette fois-ci tout dépend, je laisse la surprise. On laisse la surprise, d'accord. Un petit mot sur le salon du bien-être, peut-être? Oui, le salon du bien-être, la 5e édition d'ailleurs, qui va commencer le 5, 6, 7 et 8 mai. Donc de 10h à 18h au palais des sports du Gosier, en effet, voilà. Oui. Donc les gens, il y aura des nutritionnistes, des sportifs, les gens pourront faire des massages gratuits, des Et vous serez là? J'essaierai de faire un petit tour. Et je pense qu'on va sûrement voir aussi notre amie Jessie à ce salon, n'est-ce pas, Jessie? Oui, je pense, c'est ce week-end. C'est ce week-end, en fin de compte. Vous serez là. L'occasion de se faire masser gratuitement, c'est intéressant. C'est vrai? C'est ça. Oui. D'accord. Justement, je commence à avoir ton petit colis. Je vais profiter. 13h46, Jessie, on continue. Vous avez encore une brève avant la dernière info. Alors, on va terminer donc avec notre dernier sujet avant la petite brève. La remise du prix Carbet des lycéens 2016 a eu lieu ce matin à la salle Laura Flessel à Petit-Bourg. Juan Gabriel Vasquez, c'est le nom du lauréat qui a su toucher donc les lycéens avec son ouvrage Les Réputations. Je vous propose de regarder tout de suite le reportage de Charlie Dagonia. On a le plaisir de recevoir le lauréat, Juan Gabriel Vasquez, en dépit des difficultés de parcours que vous connaissez et que les téléspectateurs connaissent bien, de circuit entre l'Amérique latine et les Antilles. Par exemple, il lui a fallu quasiment toute une journée pour faire 700 ou 800 km. Alors, ce qui est intéressant, et c'est le prix. Le prix nous rappelle ça et nous l'apprend. Et Vasquez l'a également dit, c'est que si nous sommes éloignés techniquement de l'Amérique latine, nous nous en rapprochons par l'esprit, par le livre et par la culture que nous partageons. J'en suis très fier. Un prix de jeune lecteur, c'est spécial pour moi parce que ça ne prend pas en compte ni la réputation de l'auteur, ni le nom de l'auteur, ni la nationalité.
il y a le jeune lecteur face au livre, et ça lui plaît ou ça lui plaît pas. Et c'est pourquoi je suis très, très content que mon livre ait été distingué. Je crois que les jeunes lecteurs existent, les communications entre la grande littérature et les jeunes lecteurs sont toujours là. C'est vrai que le roman a été poussé vers la marge, disons, de leurs préoccupations. Mais elle est là, Et je trouve que l'erreur, c'est de présenter la lecture aux jeunes comme quelque chose qui leur fait bien, comme les vitamines, comme les végétaux. Pour moi, la lecture est une source de liberté, est un endroit de liberté et de rébellion. Un jeune lecteur, c'est quelqu'un qui se rebelle contre la vie, qui essaye de trouver dans la lecture un ordre que la vie n'a pas. Et si on présentait la lecture comme un espace d'indépendance et de liberté, on aurait plus de lecteurs qu'on en a. Alors pour réaliser cette affiche, nous avons un thème, la culture, la Caraïbe et la jeunesse. Ici, comme vous pouvez le voir, la jeune fille représente la jeunesse. Ici, le tambour qui représente la culture antillaise. Et ici, j'ai placé les îles de la Caraïbe. Déjà, c'était un défi pour moi de le faire parce que d'habitude, je ne participe pas à ce genre de concours. Et là, je me suis lancé un défi à moi-même et finalement, j'ai gagné. C'est sûr qu'aujourd'hui, la technologie prend une place, mais je pense qu'il y a vraiment une partie de la jeunesse qui lit. Moi, je pense qu'il y aura toujours une partie qui lira. Certes, la technologie prendra une place, mais la lecture ne disparaîtra pas. Voilà, il est pratiquement 13h52. Une dernière info, Jessie, avant l'info du jour. Oui, Danick, le championnat d'échecs de Guadeloupe, c'est du 5 au 8 mai à l'hôtel Fleur d'Épée au Gosier. Les inscriptions sont ouvertes dès demain à 8h30. Donc, pour plus de renseignements, vous contactez la Ligue d'échecs de Guadeloupe au 06 90 849 876. Voilà, eh bien, Jessie, on va vous remercier, sauf pour nos téléspectateurs qui n'ont pas pris le début du journal. Quelle est l'info aujourd'hui, l'info du jour? Alors, l'info du jour, on va retenir surtout la grève générale qui aura lieu donc jeudi 12 mai. C'est l'ensemble donc des syndicats de la Guadeloupe qui appellent tous les travailleurs, les jeunes, aussi les retraités, du coup à se mobiliser contre la loi El Khomri et puis aussi donc tous les on va dire les abus du patronat et de l'État. Alors est-ce que ce jour-là il y aura un ZCL? Bah oui, il y aura un ZCL, nous on continue pour pouvoir donner l'info. Bien sûr. En tout cas, on vous remercie d'être avec nous depuis 12h32 à peu près. Demain, on ne se retrouvera pas, mais vendredi, on se retrouve avec Jessie et nos journalistes habituels, puisqu'on va recevoir monsieur Jocelyn Sapoti, qui est le maire de Lamentin, mais aussi le président de la communauté des communes du Nord-Bastère. Voilà, c'est dit. Merci Jocelyne. À la semaine prochaine. Et puis, si vous avez tout raté, vraiment, vous avez tort, mais enfin, ça va arriver. www.zcl.tv, tout est sur le site qui est en direct. Voilà, c'est fini. Réalisation zébriste, nos problèmes, on avance jusqu'à vendredi.